Bienvenue au Mâche Patate, le podcast éclaté des urbainculteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en jase avec nos invités et on se fait aller Mâche Patate! Bonjour tout le monde, bienvenue à Mâche Patate, le podcast des urbainculteurs. Je m'appelle Marie-André et comme toujours, je suis accompagnée par voie virtuelle de ma co-animatrice Marie-Hélène. Salut Marie! Salut! Je ne sais pas pour toi, Marie-Hélène, mais je suis vraiment contente qu'on ait pu reprendre un rythme plus régulier pour nos épisodes. Ça fait comme du bien, je trouve, de se replonger là-dedans, vraiment, de repartir sur une espèce de lignée podcast. Moi, j'aime beaucoup ça. On dirait qu'avant de se mettre vraiment le nez dans notre sujet du jour, j'avais comme envie de parler un peu de la création du podcast. Parce que justement, pendant que je préparais ça, j'ai comme réalisé que les auditeurs, ils reçoivent le produit fini, en fait, l'audio de notre podcast, mais ils ne savent pas nécessairement tout le travail qu'il y a derrière chacune des entrevues, tout ce qui se passe en amont. Oui, c'est vrai, tout à fait. Puis moi aussi, je trouve ça vraiment cool qu'on se soit relancé dans la lignée des podcasts pour pouvoir participer à ça. On dirait qu'on retombe un peu dans notre mode explorateur. Là, on défriche des terrains, c'est qu'on apprend plein de choses, c'est super le fun. Puis ça a peut-être l'air de rien comme ça, effectivement, mais la création de chaque podcast nécessite quand même un peu pire travail de longue haleine qui implique souvent plusieurs intervenants puis qui se fait vraiment pas du jour au lendemain, en fait. Non, vraiment pas. En fait, premièrement, on est toujours à la recherche de nouveaux sujets à explorer. Donc, on sonde souvent les auditeurs, on vous demande souvent votre avis, on demande si vous voulez nous écrire, si vous avez des idées de sujets. On en parle beaucoup aux urbainculteurs, à nos collègues, on en parle à nos amis, à nos entourages. Bref, on est toujours en train de collecter des nouveaux sujets. Puis ensuite, il faut évaluer la pertinence de ces sujets-là. Est-ce que ça va toucher les gens? Est-ce qu'on peut amener un lien avec l'agriculture urbaine? Puis sous quelle angle on pourrait amener ça pour que ça intéresse le plus de gens possible. Puis après ça, il y a une étape qui est extrêmement cruciale, c'est celle du qui. Parce que là, c'est bien beau avoir des super sujets, mais encore faut-il avoir la bonne personne avec qui en parler. Fait que là, on se demande, ça serait qui la meilleure, le ou la meilleure intervenante pour nous parler de ce sujet-là? Est-ce que cette personne-là est disponible? Et surtout, est-ce qu'elle souhaite parler au micro? Parce que ça a peut-être l'air de rien, mais enregistrer peut donner la frousse à plusieurs personnes. Puis, je peux vous en parler en toute connaissance de cause. La première fois que j'ai enregistré le podcast, j'étais terrifiée. Mais tu t'en tires bien. Oui. En fait, lorsqu'on a vraiment trouvé justement la bonne personne, l'appel rare pour discuter avec nous, là, il faut évidemment fixer un rendez-vous, monter la structure de l'épisode aussi. Fait que ça, c'est vraiment une étape le fun parce que là, on se plonge dans le sujet, on lit plein d'articles, on écoute des entrevues pour faire une tête. Puis après, on essaie de décortiquer le sujet le plus possible afin d'en faire ressortir nos interrogations. Puis ça nous pousse à réfléchir en fait à plein de problématiques. C'est super enrichissant. Ça nous sort aussi de notre quotidien, de ce qu'on fait dans nos tâches là, à chaque jour aux urbainculteurs. Puis après tout ça, on arrive au moment culminant de l'enregistrement qui est toujours un petit peu fébrile puis excitant. Puis on veut tout dire, puis tout demander, puis on oublie des choses. Puis bon, c'est quand même une bonne dose d'adrénaline à chaque fois, mais c'est super trippant. Puis après, il reste quand même du travail au montage, à la technique, là, qui est une étape à laquelle on ne pense pas souvent, mais qui prend quand même du temps. Puis ensuite, à la toute fin de ça, enfin, on a un épisode qui est prêt pour vous. Là, donc, c'est quand même toute une aventure. Oui, c'est vrai que c'est toute une affaire, sérieusement, là, les podcasts, mais c'est tellement le fun. Puis franchement, en tout cas, on a vraiment beaucoup envie de continuer. Puis c'est drôle parce que, un peu comme plusieurs idées des fois aux urbainculteurs, c'est une idée qui a été lancée par Dominique et Marie-Hélène, probablement un midi comme ça autour de la table. On disait, qu'est-ce qui serait le fun de faire? Puis pouf, finalement, on décide de faire des épisodes de podcast. Puis là, on se retrouve quand même 49 épisodes plus tard. Donc, c'est vraiment une belle aventure pour nous. Puis comme d'habitude, gênez-vous pas là, pour nous envoyer des suggestions. Je pense que je l'ai vraiment dit au début, c'est ça qui nous nourrit. Donc, je vous rappelle l'adresse mâche-patate@urbainculteur.org. Alors aujourd'hui, on est super contente parce qu'une fois de plus, on va nous faire mettre en lumière en fait un univers qui est super passionnant puis qui est en même temps un peu méconnu. Donc, on va aller se mettre la face dans le sol. Donc, d'ailleurs, si la thématique vous intéresse déjà, on vous invite fortement à retourner à notre épisode 28 avec Gabriel Bastien de Régénération Canada, où on a abordé la santé des sols puis l'agriculture régénératrice. C'était super passionnant. C'est drôle parce qu'aux urbainculteurs, on est un peu tous fascinés là, par les sols. On trouve ça comme magique.
Mais ça n'a pas toujours été le cas. Fait que je me demandais à Marie-André, d'ailleurs, comme qu'est-ce qui te fait triper dans les sols? Est-ce que c'est depuis tout le temps? Comme comment c'est venu? Ben, c'est quand même drôle parce que justement, je pensais à ça. Puis, ben, moi, j'ai fait ma technique en production horticole à l'ITA. Puis, évidemment, on avait un cours de sol. Puis, quand je repense à ce cours-là, puis, tu sais, je veux dire, il a été super utile, là, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était quelque chose d'extrêmement technique. Le sol, c'était comme un. C'est ça, c'était technique. Il avait une texture. Il fallait le fertiliser, le chauler, mais c'était comme. Il n'y avait pas d'aspect. On dirait que l'aspect de vie n'était pas présent. Fait que pour moi, c'était comme. Je l'ai appris, c'était important, je le savais, mais je n'avais pas l'espèce de notion, justement, comme tu as dit, magique du sol. C'est vraiment en commençant à travailler, là, c'est super niaiseux, mais à force de mettre les mains dans la terre, ben, tu te mets à plus en plus l'observer, puis tu réalises que, justement, il se passe de quoi. Puis après ça, ben, en travaillant aux urbainculteurs, tout ça, puis moi, dans le fond, le podcast que tu as parlé de Régénération Canada, j'ai écouté leurs capsules, puis ça m'a vraiment captivée. Là, c'est ça, c'est comme un univers de possibilités, puis c'est comme un autre monde en dessous de nos pieds. Puis moi, ça m'a vraiment fait triper, ça m'a fait capoter. Puis je suis contente, tu sais, que par le biais du podcast, on peut mettre ça de l'avant parce que c'est justement en parlant là, qu'on va interpeller le plus de gens. Fait que moi, c'est comme ça que c'est arrivé. Fait que pour moi, c'est vraiment cool là, de quoi on va parler aujourd'hui. Puis là, ben, je te retourne ma question, Marie-Hélène. Toi, comment c'est arrivé? Est-ce que ça t'a toujours fait triper? C'est sûr que moi, j'étais moins dans mon contexte. J'ai moins eu à étudier ça. J'ai pas du tout étudié ni en horticulture, ni en environnement, ni quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment pas venu dans mes études. Mais beaucoup, je pense, par le biais de ma tante Hélène, qu'on a déjà reçue au podcast d'ailleurs, sur les mauvaises herbes, si ça vous intéresse. Hélène, qui m'a aussi beaucoup intéressée à l'horticulture de manière générale, mais elle a toujours parlé du sol beaucoup. Puis comme depuis des années et des années, puis bien avant que ça devienne à la mode, elle avait des pratiques super écologiques, tout ça, puis elle m'a expliqué un peu, c'est quoi, bon, la rhizosphère, autour des racines, il faut les bactéries, tout ça, fait que ça m'a quand même intéressée. Mais j'avoue que, justement, ce printemps, en fait, dans le cadre du symposium des sols vivants, qui est justement organisé par Régénération Canada, j'ai écouté une conférence qui m'a super intéressée sur les sols, qui m'a permis de mieux comprendre, en fait, comment ça fonctionne. Puis ben, j'ai trouvé que l'intervenante était super intéressante, puis c'est une bonne vulgarisatrice. Fait que ben, aujourd'hui, on a le plaisir de la recevoir, en fait, pour discuter des sols. Donc, on reçoit Marie-Élise Sanson, qui est agronome. Et là, Marie-Élise, je m'excuse, je suis comme pas sûre du titre. Est-ce que tu es docteur maintenant en conservation des sols? Doctorante? Je suis plus sûre. Doctorante, oui, c'est pas tout à fait fini, ça s'en vient, mais ouais, en voie de devenir docteur. Super. Ben, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci Marie-Hélène, Marie-André, ça me fait plaisir d'être là. Oui, puis juste avant de commencer, là, pour te lancer quelques fleurs, ben, on tenait quand même à souligner là, que tu as obtenu là, en 2018 la bourse Laure Varidel d'Équiterre qui vise à récompenser une personne qui travaille et cherche activement des solutions qui permettraient de contrer les changements climatiques ou de s'y adapter, mais que tu es également détentrice de la bourse Canada Vanier pour un étudiant-chercheur qui souhaite avoir la chance de vulgariser les résultats de ses recherches. Donc, ben, prends-le, bravo. C'est vraiment super ce que tu fais. Puis, ben là, c'est ça, on se disait, Marie-Élise, que Marie-Hélène et moi, là, on vient comme de se livrer un peu sur notre passion du sol, puis à quel point ça nous fascine, mais toi, je veux dire, dans le cadre de ton travail et de tes recherches, tu consacres quand même énormément de temps à son étude. Fait que je ne sais pas si tu pouvais commencer, là, peut-être en nous donnant un peu ton déclic. Toi, qu'est-ce qui t'a accroché là-dedans? Oui, ben en fait, moi, ça m'est tombé dessus. J'ai commencé mon bac en agronomie à l'Université Laval. J'étais une passionnée des animaux. Donc, pour moi, c'était clair que j'irais en agronomie, oui, mais concentration animale. Puis, c'est dans mon cours peut-être de genèse et classification des sols où on s'est mis à apprendre vraiment les processus de formation, la genèse des sols finalement. Donc, là, j'ai vraiment compris finalement que ça, c'était un écosystème super complexe, puis que pour comprendre comment ça se passait dans le sol, il fallait être capable d'intégrer à la fois des concepts liés à la microbiologie, à la physique des sols, au transport des solutés, à la chimie. Il fallait être capable de mettre tout ça ensemble. Puis là, j'ai vu que c'était un univers
complexe et entier qui se déployait sous nos pieds. Puis j'ai réalisé aussi, en fait, que c'était la base de tout. On dirait que c'est ça qui m'a fait réaliser que, ben oui, je tripe sur les animaux, mais mon animal, il faut qu'il mange une plante. Puis ma plante, il faut qu'elle pousse quelque part. Puis elle pousse où? Elle pousse sur le sol. Donc, ça a été comme une réalisation pour moi que c'était à la base, finalement, de presque tout. Puis, je suis curieuse de nature aussi. Puis, je me suis vite rendu compte, justement, que c'était moins sexy, ça plaisait moins. Donc, il y avait moins de gens qui s'y intéressaient. Puis, étant donné que ça se passe beaucoup aussi dans l'invisible, ben peut-être que nos connaissances par rapport au processus dans le sol étaient un peu moins avancées que nos connaissances par rapport au métabolisme animal ou à la génétique des plantes, par exemple. Donc pour moi, c'était comme un univers entier à découvrir. Puis il y avait quelque chose là-dedans que je trouvais hyper stimulant puis passionnant. Cool! Ben avant d'aller plus loin, en fait, on pourrait peut-être juste s'arrêter 2 secondes et se demander de quoi on parle quand on parle de sol. En fait, juste parce que je pense que tout le monde a une vague idée. Là, on voit peut-être une poignée de terre brune ou quelque chose comme ça, mais qu'est-ce qui compose le sol? De quoi on parle vraiment? Oui, bien, quand on parle de sol, en fait, on peut le diviser en ces différentes composantes qui occupent chacune une certaine proportion du volume que représente le sol. Donc, un sol, en général, on dit que c'est à peu près la moitié, autour de 45% de particules minérales. Fait que là, on parle de particules minérales de différentes tailles. Fait que ça peut être du gravier, sable, argile, limon. Donc, c'est sûr qu'il y a toujours une phase minérale qui est plus ou moins réactive, donc qui va réagir plus ou moins avec les autres particules, avec l'eau, puis avec les autres composantes du sol. Ensuite, on a aussi une bonne proportion du volume qui est composé d'air et d'eau, donc chacun 20 à 30%. Et on a une petite fraction du volume du sol qui est destiné à la matière organique. C'est environ 5% en moyenne. C'est très petit, mais la matière organique joue un rôle majeur et fondamental au niveau des différentes fonctions du sol, donc autant pour la santé du sol, sa structure, que pour sa fertilité aussi, donc sa capacité à fournir les nutriments aux plantes. C'est cool. Puis là, tu sais, c'est ça, moi, j'ai retenu que, justement, tout ce que tu parlais qui t'avait accroché beaucoup, c'est de prendre conscience de toutes les interactions qu'il y avait dans le sol. Puis je me demandais justement, dans le monde de la science, est-ce que c'est relativement nouveau qu'on a conscience de toutes ces interactions-là dans le sol ou c'est ça, est-ce que c'est nouveau ou ça a toujours été su? Parce que, en tout cas, pour ma part, j'ai comme l'impression qu'on commence à le découvrir, mais peut-être que c'est une vision totalement erronée. Bien, en fait, oui et non, parce que l'intérêt, je dirais, qui est là, la science du sol, c'est pas nouveau. Là. Ça fait un moment déjà que les chercheurs s'intéressent à comprendre comment fonctionne le sol. Après, ben, comme tous les domaines dans la recherche, c'est en constante évolution. Je crois qu'une des différences au cours des dernières décennies, c'est peut-être justement, même peut-être de la dernière décennie, c'est justement l'intérêt plus vaste là, au niveau du grand public ou même des instances gouvernementales pour financer un peu plus la recherche au niveau des sols. Donc, à mon sens, c'est peut-être un peu plus à ce niveau-là que ça a changé, une espèce de mobilisation autour du sujet là, qui fait en sorte que ça débloque plus de ressources pour avancer plus loin. Puis je ferais peut-être le parallèle aussi, c'est pas nouveau qu'on sait que la biochimie, la microbiologie, la physique, le transport des solutés, tout ça, c'est important dans le sol. Mais il y a des nouveaux pans qui s'ouvrent un peu, toujours étant donné qu'on travaille avec de l'invisible aussi. Je ferais le parallèle, par exemple, avec la santé humaine, où récemment, on s'est rendu compte de toute l'importance du microbiome intestinal. Puis là, ça ouvre tout un pan de la recherche. On se dira, là, il y a des liens avec le cerveau et tout. Bon, c'est la même chose pour les sols. C'est bourré de micro-organismes. C'est quoi le rôle de chacun de ces micro-organismes-là dans les différentes fonctions du sol? Donc, ce sont des pans de la recherche comme ça qui s'ouvrent au fur et à mesure qu'on alloue des ressources pour le développement de la recherche. Puis je pense que c'est ça qu'on voit de plus en plus naître là, au niveau de la science du sol dans les dernières années. Puis, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu justement, toi, sur quoi tu te spécialises, comme ta recherche porte davantage sur lequel de ces pans qui s'ouvrent comme ça dans la recherche? Oui, en fait, mon travail de doctorat, moi, est vraiment axé sur les pratiques de conservation des sols dans un contexte de grande culture. Donc, on produit encore des grandes cultures partout dans le monde. C'est quoi les pratiques qu'on devrait adopter
qui pourrait nous permettre à la fois de maintenir ou améliorer la santé de nos sols, hein, parce que ce sont des ressources qui sont non renouvelables, les sols agricoles, on en a une certaine superficie. Si on les épuise pour produire des denrées, puis que dans une dizaine d'années, on se retrouve avec des terres épuisées, non productives, on ne sera plus capable de nourrir la planète. Donc, il faut les entretenir. Alors, je m'intéresse aux pratiques de conservation des sols en termes de santé du sol, mais aussi en termes de rendement. Donc, il faut quand même, oui, maintenir ou améliorer la qualité de nos sols, mais il faut quand même maintenir des seuils acceptables au niveau du rendement des cultures. Et j'évalue aussi l'effet de ces pratiques-là sur le stockage de carbone dans les sols. Donc, de plus en plus, on parle du rôle potentiel des sols agricoles dans la lutte au changement climatique, de par sa capacité justement à stocker du carbone. Donc, une des parties de mon étude, c'était de voir quelles pratiques favorisent l'accumulation de carbone dans les sols agricoles. Okay. Là, je vais peut-être... Bon, si je fais une folle de moi, tant pis, mais quand tu parlais de l'étude de pratiques agricoles, est-ce que tu étudies un savoir qui est déjà là? Parce que peut-être que je formule mal ma question. Si tu dis, mettons, l'impact de pratiques culturelles sur le stockage du carbone, bien, on dirait que dans ma tête, c'est comme une recherche qui va s'étaler comme sur 20 ans avant que tu saches vraiment l'impact. Est-ce que tu as déjà comme des données ou tu commences? Oui, exactement. Tu dis, dans 35 ans, je vais savoir qu'est-ce qui se passe. OK. Non, tu as tout à fait raison. Ça, c'est une autre particularité aussi quand on travaille avec les sols. Ce sont des écosystèmes. Hein? Fait que quand on change une des composantes du système, ça peut prendre plusieurs années avant qu'on voit les effets réels, que le système se restabilise à un nouvel état d'équilibre. Donc, oui, il faut être patient quand on travaille avec les sols. Puis, moi, j'ai eu la chance, en fait, de commencer mon doctorat avec une équipe de chercheurs qui avait mis en place un projet de recherche en 2008. Voilà, donc déjà en partant de mon doctorat, je travaillais avec des parcelles qui avaient été soumises au même traitement depuis 2008. Donc, à ce jour, les parcelles sont encore maintenues par les mêmes chercheurs. Et donc, ça va faire 12 ans à la saison prochaine que les parcelles sont exactement sous les mêmes combinaisons de traitement. Et à chaque année, vraiment, on va faire des échantillonnages au niveau des plantes que du sol pour vraiment suivre là, année après année l'évolution tant du rendement que de la qualité du sol et du stockage de carbone. OK. Ça répond à ma question. Je me dis que j'ai pas de l'air trop niaiseuse. C'est une excellente question. Puis de quoi on parle concrètement, en fait, comme style de pratique? Puis en fait, c'est vraiment à un niveau de base. Là, je pense que c'est pas clair de prime abord pour tout le monde de comment on fait pour stocker du carbone dans le sol, tu sais, comment ça peut fonctionner, quel genre de... À quoi ça ressemble concrètement sur le terrain, mettons? Oui, en fait, c'est une grosse question. Fait que je vais la décortiquer peut-être en 2 temps. Je vais commencer par expliquer comment les sols, finalement, peuvent jouer un rôle dans les changements climatiques, si ça vous... Oui. Les sols, à la base, dans le fond, ils contiennent environ 5 à 6 % de la quantité totale de carbone qu'on retrouve dans l'atmosphère. On sait qu'un des problèmes avec les changements climatiques, c'est qu'il y a trop de carbone dans l'atmosphère sous forme gazeuse. N'est-ce pas? Mais là, la beauté de la chose, c'est que les plantes, elles, utilisent le carbone atmosphérique, donc le CO2, pour en faire des tissus végétaux. Donc, ils en font de la matière organique. Les plantes, c'est de la matière organique, c'est vivant. Donc, c'est riche en carbone, mais en carbone solide. Et donc, la capacité des plantes, les plantes ont la capacité d'extraire du carbone gazeux dans l'atmosphère et de le retourner au sol, que ce soit par les racines ou par un retour des parties aériennes au sol. Donc, via la plante, on est capable de pomper du carbone de l'atmosphère et de le retourner vers le sol. Alors ça, c'est vraiment le concept de base. Après, n'importe quel apport de matière organique fraîche au sol, donc on peut penser, par exemple, au fumier, aux engrais de ferme ou au compost, les matières résiduelles fertilisantes. Donc, tout ça, c'est de la matière organique. Donc, c'est très riche en carbone et le fait d'en ajouter au sol, ça peut permettre d'augmenter les stocks de carbone du sol. Alors maintenant, la deuxième partie de la question, ça ressemble à quoi justement des pratiques qu'on peut étudier pour stocker du carbone dans les sols? Bien, c'est certain qu'il y en a une panoplie. Là, comme je vous ai dit, oui, il y a des apports exogènes de matière organique, donc les MRF compostent les fumiers, les résidus végétaux. Certains producteurs en grande culture, par exemple, vont récolter la paille de blé
pour leurs animaux, elle ne sera pas retournée au sol. D'autres producteurs vont la retourner au sol. Donc, on a un levier là-dessus aussi pour augmenter la quantité de matière organique qu'on donne à notre sol. Après, c'est certain aussi qu'un des leviers, en fait, principaux qu'on peut avoir sur les stocks de carbone dans nos sols, c'est la quantité de biomasse végétale qu'on va produire par unité de surface. Et là, en disant ça, c'est facile de s'imaginer, mettons plein d'azote minéral, faisons du maïs plein de rendement, puis ça va nous permettre de stocker du carbone dans les sols. Mais c'est pas vraiment ça, en fait. C'est plus le sol est couvert dans l'espace et dans le temps, plus on va avoir de stock de carbone dans le sol. Donc, je pense ici aux cultures pérennes. Les prairies, une prairie versus des cultures en rangée. Là, mon maïs, il va pousser en rangée, puis sur une petite période dans la saison, alors que la prairie va couvrir le sol beaucoup plus intensément dans le temps et dans l'espace. Donc, si on veut faire du maïs, ça ne veut pas dire ne faisons pas du tout de culture annuelle, mais est-ce qu'on peut penser à intégrer des cultures de couverture, des engrais verts en intercalaire, à la dérobée? Est-ce qu'on peut incorporer même, essayer d'incorporer des arbres, jouer avec des systèmes agroforestiers, implanter des haies brise-vent davantage dans le système agricole? Donc, tout ce qui permet vraiment de couvrir le sol dans le temps et dans l'espace au maximum, ça va permettre justement d'avoir un maximum de plantes qui prélèvent du CO2 de l'atmosphère et de maximiser justement les retours ensuite au sol pour augmenter les stocks de carbone du sol via l'apport de matière organique. Et troisièmement, peut-être un autre levier qu'on peut avoir aussi, c'est la façon qu'on va aller travailler le sol. Donc, il y a le semi-direct, le travail réduit du sol ou le labour. C'est certain qu'avec le labour, en général, on vient brasser vraiment le sol, on l'aère beaucoup, on brasse la matière organique du sol en surface. Et ça peut faire en sorte d'accélérer la minéralisation de la matière organique du sol. Ça veut dire que les micro-organismes vont consommer très, très rapidement la matière organique et cette matière organique-là ne sera pas nécessairement stabilisée dans le sol sur le long terme, mais une grande partie va être respirée par les micro-organismes, ce qui va relâcher encore du carbone sous forme gazeuse, sous forme de dioxyde de carbone. Donc, il y a peut-être, avec le labour, une plus grande partie de carbone qui va être reperdue vers l'atmosphère, comparativement à un sol qui va être moins travaillé où la matière organique va rester plus en profondeur. Ceci étant dit, ça dépend toujours aussi, il n'y a pas de recette miracle. Je ne peux pas dire que le semi-direct permet toujours de stocker plus de carbone que le labour. Ça dépend des conditions culturelles, mais aussi pédoclimatiques, donc le type de sol avec lequel on travaille, puis le climat dans lequel on se trouve. Donc, il y a vraiment une panoplie de pratiques et de combinaisons de pratiques qu'on peut choisir d'adopter pour essayer d'améliorer à la fois le rendement, la santé du sol et le stockage de carbone. C'est sûr que dans un projet de recherche, il faut faire un choix. Donc, nous, dans le projet, déjà, ça date de 2008, le moment où ils ont choisi les pratiques qu'on allait évaluer. Donc, on compare le type de travail du sol. Alors, on compare un labour puis presque un semi-direct. La gestion des résidus de culture. Donc, est-ce que les résidus des cultures sont retournés au sol ou elles sont exportées du système? Et la source fertilisante, on compare l'engrais minéral à 3 différents engrais de ferme, donc fumier de volaille, lisier de bovin et lisier de porc. Donc, ce sont toutes des pratiques qui sont relativement courantes chez les producteurs. La beauté de la chose, c'est que nous, on voit l'effet de toutes ces pratiques-là, mais aussi des différentes combinaisons, parce que chaque producteur a sa propre combinaison de pratiques qui est propre à sa réalité. Et les combinaisons entre les différentes pratiques peuvent influencer aussi les différents services agronomiques et environnementaux rendus par les sols. Donc, voilà. Non, je ris parce que tu dis qu'il fallait faire des choix, mais je trouve que juste ça, c'est énormément de paramètres à essayer de compiler et de calculer. Fait que je pense c'est énorme. Je vous ai épargné aussi le fait que tous ces traitements-là sont répétés sur deux sols à texture très contrastée. On évalue aussi l'effet de la texture du sol. Donc, est-ce que cette combinaison-là va avoir le même effet sur un sol à texture légère, donc avec beaucoup de sable, que sur un sol très riche en argile? Probablement que c'est vraiment différent, finalement. Exactement, oui, exactement. Puis, c'est ça qu'il faut essayer. C'est tellement des systèmes complexes, les sols, qu'il faut vraiment développer une compréhension des mécanismes qui fait en sorte qu'on observe les résultats parce que, autrement, de donner, comme je disais tantôt, une recette miracle qui va fonctionner de la même façon chez chaque producteur, c'est impossible. Donc, il faut vraiment aller avoir une meilleure compréhension des mécanismes. Puis, si on
comprend bien les mécanismes, après, on peut développer des modèles informatiques qui vont nous permettre de prendre compte à la fois des facteurs climatiques, des facteurs pédologiques, puis des interactions entre toutes les différentes pratiques. C'est seulement de cette façon-là, finalement, qu'on va arriver vraiment à gérer de façon adéquate à l'échelle de la ferme, finalement, les différents systèmes, les différents services, par exemple, écosystémiques rendus par les sols. Oh, oui. On dirait que là, je t'écoutais parler, puis je suis accrochée depuis tantôt. Tu as parlé de la couverture végétale, à quel point c'était important. Mais là, on dirait que la seule chose que j'ai, c'est comme à l'automne, quand on est sur l'autoroute, puis on passe à côté des champs de maïs, puis c'est juste comme la terre mise à nu. Puis là, je suis là, oh non, ça marche pas du tout, là, finalement. Non, exactement. Puis, comme je disais, nous, le choix des traitements a été fait en 2008. Donc, c'est sûr qu'en 2008, les pratiques de conservation du sol, on parlait beaucoup de semi-direct et tout. Mais là, ce qui est super en vogue au niveau de la santé du sol, c'est les cultures de couverture et les engrais verts. Donc, justement, comme je disais tantôt, est-ce que c'est le diable de produire du maïs? Bien, pas nécessairement. Si pendant mon maïs, entre les rangs, j'ai du raiegras, ou si après, à la dérobée, j'ai une culture de couverture où je pars mon blé, mais un blé d'automne qui va venir couvrir le sol à la fin de la saison, qui va repartir plus vite au printemps l'année d'après. Donc, il y a moyen de développer des systèmes avec une approche plus agro-environnementale qui vont permettre justement de maximiser les gains agronomiques et environnementaux sans nécessairement nuire à notre système alimentaire ou changer drastiquement notre système alimentaire actuel, finalement. Tu disais, dans le fond, que la recherche, finalement, avec le début de la prise de données date de 2008. Est-ce que tu as déjà comme un horizon de temps où tu sais que vous arrêtez de prendre? J'imagine que vous pouvez continuer sans cesse, là, mais où vous allez avoir les résultats que vous cherchez un peu? Oui, en fait, c'est ça. Moi, je suis à la fin de mon doctorat, donc moi, j'ai valorisé les données jusqu'à 2017. Donc, j'ai fait 2008 à 2017. Puis, on a été quand même étonnés de voir, en fait, qu'on avait des effets très, très importants, puis à tous les niveaux, là, autant au niveau du rendement que de la santé des sols, que des stocks de carbone. Après déjà 9 ans, on avait vraiment des différences là, marquées entre les traitements. Donc, oui, dans notre système, l'évolution a été assez rapide pour que déjà, on ait pu tirer des conclusions des à peu près 10 premières années. Ceci étant dit, des essais long terme comme ça, à l'échelle de la planète, il n'y en a pas des tas. C'est très précieux. Ça demande beaucoup de ressources pour maintenir ces essais-là année après année. Mais les chercheurs avec qui je travaille ont eu la présence, en fait, la motivation nécessaire pour aller débloquer les fonds pour continuer de maintenir ces parcelles-là. Puis éventuellement, justement aussi, là, il a été discuté de commencer à inclure les pratiques qui maintenant sont plus en vogue là, au niveau de la santé des sols. Donc, oui, on va conserver les parcelles. Je crois que le financement est encore pour une dizaine d'années. Donc, encore pendant une dizaine d'années, les parcelles devraient être suivies. Mais on va y inclure probablement justement des traitements avec des engrais verts, par exemple, là, pour essayer d'actualiser un peu peut-être là, le dispositif. Je trouve ça encourageant quand même que vous voyez des grosses différences en 9 ans parce que je pense qu'on a tendance souvent à penser que justement qu'on essaie de voir des impacts à l'échelle d'un écosystème ou qu'on pense au rythme de la nature, c'est un peu lent. Des fois, on sait que ça peut prendre plusieurs années, tout ça. Fait que au moins, c'est le fun de voir qu'on peut voir des différences. Oui, tout à fait. Puis, comme tu le dis aussi, si on voit des changements aussi rapides, c'est aussi parce qu'on est dans un milieu anthropisé, c'est-à-dire qu'on ajoute des choses. La nature, ça se passe encore plus lentement parce que, premièrement, souvent, ce sont des systèmes qui sont relativement à l'équilibre, mais le fait là, qu'on vienne nous déranger le système avec des pratiques qui vont aller vraiment influencer la quantité de l'apport ou la quantité de nutriments disponibles, ça permet de voir des changements finalement qui s'effectuent plus rapidement. Puis moi, je trouve ça cool, tu parlais d'actualisation des pratiques, je trouve que ça l'ouvre comme à un nouveau pan pour réutiliser tes mots. C'est comme si, dans le fond, là, si toi, tu vas faire une recherche sur ça, mais en même temps, il va y avoir tout un autre univers là, à étudier dans 10 ans, puis peut-être que tout ça va changer encore. Fait que c'est comme le fun de savoir que ça continue puis qu'il y a toujours moyen d'acquérir là, des nouveaux savoirs à ce niveau-là. Puis je me demandais, justement,
Est-ce que tes résultats, là, je ne sais pas si je peux prendre ce mot-là, ont déjà écho, mettons, dans le monde agricole? Est-ce que vous avez essayé de transférer ça comme dans, j'allais dire, la vraie vie? C'est chez des vrais producteurs, par exemple? Oui, bien c'est ça la beauté de ce projet-là, en fait, c'est que oui, ça permet d'aller au niveau plus fondamental, essayer de comprendre les mécanismes dans le sol qui font que le carbone se stabilise sur le long terme ou que l'azote se rend disponible pour la plante. Mais en même temps, étant donné qu'on travaille avec des combinaisons de pratiques qui sont hyper courantes chez les producteurs en général, c'est plus facile de faire un transfert direct vers le producteur. Parce qu'il trouve écho. Lui, il a à le prendre le choix. Est-ce que je vais utiliser mon lisier ou est-ce que je vais utiliser l'engrais minéral? Est-ce que mes résidus, je vais les récolter ou je vais les retourner? Donc, oui, il y a une application très pratique au projet. Ceci étant dit, c'est certain que, par exemple, si je pense au rendement, ce qu'on voit dans nos résultats, c'est qu'il y a tellement une variabilité importante aussi, justement, tant au niveau des combinaisons des pratiques, mais aussi au niveau des effets climatiques. Ça tire tellement fort sur le rendement, l'effet du climat, qu'un travail réduit, une année très pluvieuse, ne donnera pas nécessairement le même effet comparativement à un labour qu'une année sèche. Donc, j'en ai fait beaucoup du transfert d'informations, des présentations devant les producteurs et tout, puis on peut essayer de tirer des conclusions générales par rapport aux meilleures pratiques, mais je pense qu'un des messages qui est très important aussi à faire passer aux producteurs, c'est que ça ne sera jamais une recette miracle, puis que ça ne sera jamais chaque année pareil. Peut-être que son travail réduit, 3 années sur 5, il va donner des meilleurs rendements que s'il avait labouré, mais les 2 autres années, ça se peut que les rendements soient moins bons quand même. Donc, on travaille avec du vivant, donc on travaille avec de l'incertitude. Puis, je pense que c'est important aussi de le reconnaître, puis de propager le message comme ça, parce qu'il ne faut pas faire croire que en adoptant des pratiques de conservation des sols, partout au Québec, tout le monde va être heureux, les rendements vont être extraordinaires à chaque année, puis on va avoir moins d'impact sur l'environnement en même temps. Il ne faut pas non plus se raconter de contes de fées. Puis je pense que c'est un message qui est important aussi. Puis le producteur, c'est lui qui est le mieux placé pour prendre des décisions sur sa ferme en fonction de son contexte, de ses besoins, puis de ses objectifs. Donc, oui, je pense que le transfert vers les producteurs est essentiel. Puis l'échange aussi, la collaboration là, entre la recherche et les producteurs, je pense que c'est un bel objectif là, à atteindre pour les prochaines années. Est-ce qu'à date, tu trouves qu'il y a une belle réception sur ce genre de message-là? Est-ce qu'il y a vraiment comme beaucoup d'intérêt puis un bon écho, en fait? Oui, je pense. C'est certain qu'il y a toutes sortes de mentalité auprès des producteurs, comme n'importe où ailleurs. Il y en a qui sont très, très enclins à essayer des nouvelles choses, à prendre des risques. Il y en a qui aiment moins le risque, puis on les comprend. Ils travaillent hyper fort, puis déjà pour le travail qu'ils font, des fois, ils ne sont pas certains d'arriver à la fin de l'année. Puis là, de demander de changer la façon de faire quand déjà, tu n'es pas certain que tu vas arriver à la fin de l'année. Pour certains, ça leur tente moins d'essayer quelque chose de différent. Surtout si c'est pas subventionné, par exemple, s'il y avait des subventions pour faire un changement de pratique ou ça leur faisait une espèce de coussin financier de se dire, je vais essayer quelque chose de nouveau qui sera peut-être mieux pour l'environnement, mais ça va me donner une petite prime ou donc si jamais ça ne fonctionne pas, au moins ça me donne une petite manœuvre. Mais en général, je pense que ce qui rejoint surtout les producteurs, c'est qu'ils le savent, ils ont des enfants, ils ont une terre, ils le savent que s'ils épuisent la terre, quand ils vont la donner à leurs enfants, si la terre elle produit plus ou elle produit moins, ou son enfant est obligé d'acheter des engrais à plein parce que son sol est plus fertile, le producteur, il pense aussi à ce qu'il va laisser à ses enfants derrière lui. Donc, oui, je crois qu'il y a une certaine réceptivité. Puis, c'est peut-être plus dans la façon de l'appliquer que c'est un peu plus complexe, justement, à cause de la gestion du risque, du transfert de l'information aussi, là, qui en ce moment sont peut-être pas assez développés. Là, on a comme un appel à l'incitatif gouvernemental ici. Non, mais on en a eu une belle, là. Il y a eu des beaux fonds là, qui ont été accordés justement pour l'agriculture
l'agriculture durable au provincial. Donc, c'est merveilleux, c'est très encourageant. Je pense aussi que le contexte actuel, qui est immensément malheureux, mais ça amène aussi à un éveil face à l'importance de la souveraineté alimentaire pour aujourd'hui, mais aussi pour demain. Tu sais, peu importe ce qui pourrait se passer dans le monde et tout, il faut conserver notre capacité à produire de la nourriture pour nourrir le monde. Tu sais. Fait que, ben moi, en tout cas, je sens, j'ai peut-être un biais, là. Mais j'ai senti depuis le début de la pandémie une espèce de regain d'intérêt là, des instances gouvernementales face à l'agriculture à la base, puis aussi à l'agriculture durable. Oui, vraiment. Ben, nous autres, juste aux urbainculteurs, on a vu une espèce de coup de vent de popularité sur le jardinage en général. Fait que je pense que c'est dans l'air du temps. Là. Puis, tu sais, on parlait aussi des incitatifs et tout, mais tu sais, j'imagine, en fait, c'est parce que je me ramène à des vidéos de Régénération Canada que j'avais regardées. C'est que aussi, pour voir des fois les impacts, on a parlé beaucoup de la temporalité. Fait que, mettons, pour un producteur, ben, tu sais, c'est comme, ça va être bon pour ton sol, mais tu sais, tu vas le réaliser dans 5 ou 10 ans. Mais comme tu dis, si tu as de la misère à voir la fin de ton année, comment ça va aller, ben, tu peux être conscient que ça va être bon pour plus tard, mais dans le maintenant, tu as comme besoin que ça soit bien, tu sais. Fait que c'est peut-être cet aspect-là. Tu sais, on est beaucoup dans l'instantanéité. Nous autres, on veut des résultats tout de suite. On veut que ça change rapidement. Mais comme on en parle depuis le début, tu sais, les sols, ben, tu sais, c'est peut-être plus lent. Là. Quoi qu'il se passe bien, les affaires, mais... Oui, non, mais tu as tout à fait raison. Pour le producteur, justement, il faut être patient avant de voir des effets positifs. Des fois aussi, par exemple, je pense à l'adoption du semi-direct. Ça arrive que les premières années, les rendements sont pas bons. Là. On a la période de transition, dépendamment comment le producteur il commence à faire son semi-direct. Ça se peut que les rendements ils plantent dans les premières années. Fait que là, c'est décourageant. Là, si le producteur est allé s'équiper avec de la machinerie spécialisée et tout, faire ces changements de pratique, puis que les 4 premières années, ses rendements sont pas bons, ben c'est décourageant. Peut-être que s'il avait attendu 5, 6, 7 ans, il aurait commencé à avoir des meilleurs rendements. En fait, c'est ce qu'on voit typiquement, on voit peu des effets négatifs au début. Après 5, 6, 7 ans, les rendements en travail réduit ou en semi-direct commencent à augmenter. Mais comme tu le dis, pour le producteur, il y a le maintenant qui compte aussi, pas juste le danser. Donc oui, je pense que c'est une barrière importante aussi à l'adoption. On avait une question pour toi que je pense que, dans le fond, on vient en partie de répondre, là, je pense, à cause justement de la temporalité puis tout ça, mais on se demandait tout bêtement, là, comme, pourquoi tu penses que les sols, puis tout ce qui entoure les sols, c'est pas autant, ça circule pas autant dans les médias, ou c'est pas autant sexy, ou c'est pas comme aussi catchy que de dire, ben, on va arrêter d'utiliser une paille en plastique, mettons, pour les océans. Puis, en même temps, au début, je t'écoutais quand tu expliquais comme les différents leviers d'action, puis j'ai comme l'impression qu'on a fait une partie du travail, c'est-à-dire que tout le monde a un peu en tête que planter un arbre, ça va aider à réduire le CO2 dans l'atmosphère. C'est comme si on est conscient de cette partie-là du travail, que les plantes vont aider à capter du carbone atmosphérique, mais qu'on ne se rend pas à l'étape d'après, comme qu'est-ce qui devient de l'arbre, qu'est-ce qui devient du carbone capté par l'arbre, puis tout ça. Je ne sais pas si c'est juste ça, comme l'échelle de temps, l'échelle de l'invisible, mais comme... Oui, ben moi, j'ai plus l'échelle de l'invisible en tête. C'est moins sexy, les sols, parce que tout ce qui se passe dans les sols, c'est invisible. Tu regardes du sol, tu as juste l'impression que c'est à met de la saleté. Tandis que une plante, c'est beau, elle a des fleurs. Ouh, un animal, c'est cute. Non, mais tu peux gratter ça. Alors que le sol, quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il ne se passe rien. Il faut que tu ouvres ton imagination puis que des informations qui rentrent de l'extérieur pour comprendre un peu tout ce qui se passe dans le sol. Sinon, si tu creuses, tu ne comprendras pas, tu ne seras pas capable de voir tous les processus physiques, chimiques, biologiques qui se mettent en branle dans le sol. Fait que moi, je pense que oui, il y a la barrière de l'invisible. Puis peut-être aussi pour faire le lien avec ce que tu disais par rapport aux arbres, on a toujours la notion d'arbre, comme tu dis, là, dans la lutte au changement climatique, parce qu'on sait que, on nous a appris quand on était petit qu'avec la photosynthèse, les arbres nous permettent de respirer. Ma fille de 6 ans me l'a dit dans l'auto ce matin, d'ailleurs.
Ouais, elle m'a dit que les garçons à l'école faisaient mal aux arbres et que c'était pas bien parce qu'ils ne pouvaient plus respirer. Oh! Donc, quand on est petit, on se fait dire ça, tu sais. Puis après, ben, un arbre, pourquoi? Ben, parce que c'est une plante, c'est de la matière végétale. Donc, oui, les plantes agricoles ont le même effet, mais c'est comme aussi si dans nos sociétés, les enfants, maintenant, savent à peine, tu sais, du lait, ça vient d'où? Puis on est tellement rendus déconnectés du milieu agricole et de la production de notre nourriture. C'est comme si on laissait ça un peu aux autres, tu sais, aux producteurs, qu'un enfant qui grandit dans la ville n'a pas nécessairement conscience de tous les choix qu'a à faire un producteur pour arriver à produire alimentaire. Ça vient peut-être aussi en partie justement un peu de notre déconnexion face au système de production agricole là, en général. Oui, tout à fait. J'ai l'impression que justement l'arbre joue un peu le rôle, mettons, dans le végétal que le panda joue dans le rôle animal. C'est-à-dire que c'est comme le truc un peu plus cute puis facile à se représenter puis qu'on va plus parler. Oui. Oui. Non, c'est vrai, on va faire rapidement le lien avec l'arbre, mais il n'y a pas toute l'espèce de lien avec tout le monde végétal qui vient avec, qui pourrait comme agir comme levier. Puis c'est ça, puis moi, je trouvais ça vraiment drôle, par rapport à la paille. Là, on n'a plus le droit de prendre de paille, tout ça, mais que j'ai comme l'impression que le sol, au final, pourrait avoir comme une capacité d'action vraiment plus grande, mais que ça passe un peu sous silence. Puis on dirait qu'en faisant des recherches pour le podcast de présentement, j'étais comme, c'est vrai, c'est comme un non-sens finalement. Il faudrait trouver un moyen de justement que ça devienne, que ça l'aille de soi, que ça soit hyper important, puis qu'on doive le préserver ou adopter des bonnes pratiques en ce sens finalement. Oui, mais moi, je trouvais ça super intéressant parce que ce matin, justement, je voyais, là, on enregistre le 5 novembre, là, pour préciser à ceux qui nous écoutent. Ce matin, je voyais un article dans Sciences et Avenir qui vient de sortir exactement sur le sujet qui nous occupe, c'est-à-dire, le titre de l'article, c'est « Des chercheurs proposent une stratégie globale pour réduire la part de CO2 dans l'atmosphère », puis ils parlent de séquestrer le carbone dans les sols agricoles, en fait. C'était en plein sur le sujet, et j'ai l'impression que ça va faire jaser de plus en plus. Puis, il y a une statistique, en fait, sur laquelle j'aurais vraiment aimé t'entendre, Marie-Élise, qui, comme, elle m'avait vraiment frappée, là, parce que c'est la fameuse statistique là, que dans l'accord de Paris sur le climat en 2015, c'est qu'il y a une simple augmentation de 0,4% par année dans la quantité de carbone stocké dans les sols. Ça serait possible de limiter l'impact des changements climatiques. Puis 0,4%, ça me semble comme tellement rien, comme ça me semble atteignable, mais en même temps, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente. Qu'est-ce que ça veut dire, 0,4? C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est l'initiative 4 pour 1000 hein, qui est très populaire, utilisée beaucoup comme slogan. À juste titre, c'est vraiment pour imager finalement l'espèce de but à atteindre. Ceci étant dit, c'est un objectif qui a été calculé pour l'ensemble des surfaces de sol de la planète. Donc, on inclut là-dedans aussi les forêts, les tourbières, etc. Quand on s'intéresse strictement au sol agricole, on dit qu'en adoptant des pratiques, des pratiques de conservation, de régénération sur la totalité des sols agricoles de la planète, ça serait possible de stocker de 2 à 3 gigatonnes de carbone par année et que ça pourrait permettre de compenser de 20 à 35 des gaz à effet de serre d'origine, des émissions de gaz à effet de serre d'origine anthropique. Donc, ça vient il y a quand même beaucoup d'émissions anthropiques en adoptant des pratiques relativement simples sur la totalité des superficies agricoles au monde. On viendrait en contrebalancer environ 20 à 35 de ces émissions-là. Donc, c'est quand même pas rien, mais ce qui est merveilleux, c'est que ça demande très peu de choses. Ça a d'autres bénéfices aussi très importants, comme par exemple assurer la souveraineté alimentaire, ce qui est quand même non négligeable. Ça a comme des contre-coups positifs à plein d'autres niveaux en même temps. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est mis avant autant. Et quand même, le fait d'être capable de stocker ces quantités-là de carbone dans les sols agricoles, c'est pas la solution contre les changements climatiques, dans le sens où on va continuer à utiliser nos voitures puis à avoir une énergie basée sur les combustibles fossiles, mais on va stocker du carbone dans les sols agricoles, ça va être correct, tu sais. C'est plus une solution dans le sens où ça nous permettrait, dans les années critiques, les 10-20 prochaines années qui sont critiques,
d'acheter un peu de temps pour entamer notre transition vers des énergies renouvelables. Donc, pour ces raisons-là, souvent les sols sont vus comme une des solutions les plus attrayantes ou ayant le plus de bénéfices, à cause que ce n'est pas seulement un bénéfice sur le climat, mais aussi sur la production de denrées alimentaires, sur la qualité de l'environnement, etc. Donc, Puis tu dis que la statistique finalement du 4 pour 1000, c'est avec tous les sols, avec les tourbières, les forêts, tout ça. Puis là, je sais que c'est pas ton domaine de recherche, puis c'est pas là-dessus que tu es spécialisé, mais est-ce que dans le fond, sur ces autres types de sols-là, la solution, c'est en fait de les protéger le plus possible puis de ne pas y toucher, ou il y a comme des choses à faire puis des interventions qu'on peut faire pour améliorer ça? Oui, il y a la régénération. Il y a certains, par exemple, des sites miniers désaffectés qui sont laissés là. Si on les régénère, on les retransforme en forêt, il y a des gains immenses à aller faire à ce niveau-là. La protection, la régénération des tourbières, il y a des gains immenses aussi parce qu'on a parlé des leviers tout à l'heure en contexte agricole pour augmenter le carbone dans les sols. Mais il faut savoir qu'au niveau de la concentration de carbone dans les sols, le premier facteur qui a une influence sur lequel on a un levier, c'est l'utilisation de la terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, moi, si jamais j'ai une prairie, là, chez nous, j'ai une prairie, puis je décide que j'en fais une culture annuelle, justement, du maïs, par exemple. Donc, ma prairie, je la laboure, je mets du maïs, mon sol, il va se mettre à perdre du carbone, parce qu'il y avait beaucoup plus de biomasse végétale par unité de surface quand j'étais sous prairie que dans mon maïs. Donc, mon sol va se mettre à perdre du carbone. Quand il va réatteindre l'équilibre, il va avoir perdu de comme 60 à 70% de son carbone initial. Donc, c'est énorme les différences de carbone qu'on a quand on fait un changement d'utilisation de la terre. Même chose pour la mise en culture, par exemple, avant que ce soit des terres agricoles, les terres qui étaient des forêts, ils ont perdu une quantité incroyable de carbone quand on a coupé les arbres, puis on a défriché, puis on a labouré, puis on a mis des cultures en rangée annuelles. Donc, les gains à faire, c'est peut-être des plus petites surfaces, par exemple la régénération des tourbières, mais les gains sont beaucoup plus importants que juste un petit changement de pratique agricole en culture annuelle. Par contre, les superficies agricoles sont beaucoup plus importantes que les superficies de tourbières à régénérer. Donc, chaque petit pan de sol, finalement, a son potentiel en termes de quantité, mais aussi en termes de superficie. C'est la multiplication des deux qu'il faut considérer. Donc, il y a une étude qui est sortie, le nom de l'auteur m'échappe, mais justement, il le considérait à la fois la superficie et la quantité de carbone qu'on pouvait aller gérer en faisant un changement de pratique. Et ça venait à peu près au même niveau, la restauration des tourbières versus la gestion des pratiques agricoles. Donc, il y a des gains à les faire à différents niveaux, mais chaque niveau est important. Donc, oui, effectivement, préserver les forêts, préserver les sols sous culture pérenne. Ça, c'est un point majeur parce que nous, en ce moment, au Québec, on est sur nos terres agricoles, on est en perte de carbone. Donc, nos sols, ils ne nous aident pas à stocker du carbone agricole, du carbone dans les sols en ce moment. Ils font plutôt le contraire. Ils en émettent. C'est pourquoi? C'est parce qu'on voit un transfert de la production laitière vers la production de grandes cultures. Et les producteurs abandonnent leurs prairies pour faire une culture annuelle. Donc, les sols se mettent à perdre justement du carbone. Et c'est la tendance qu'on observe dans l'Est du Canada en ce moment. Donc, oui, protéger nos prairies, protéger nos forêts, protéger les tourbières qui sont encore en santé, ça fait partie des leviers majeurs qu'on peut avoir sur les stocks de carbone, tant à l'échelle provinciale que mondiale. Mais là, je ne veux pas amener une espèce d'ombre au tableau, mais je t'écoutais parler, mais mettons dans une perspective où la planète est amenée à nourrir de plus en plus de gens, en fait, ce phénomène-là de déforestation puis d'enlever des prairies va comme juste, j'ai l'impression, s'accélérer. Fait qu'est-ce qu'il y aurait comme, je ne sais pas si c'est un nœud gordien puis qu'on ne sera pas capable de le démêler, mais est-ce qu'il y aurait moyen de... Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est des énormes questions. Oui, hein? Oui, c'est ça. Il n'y a pas de réponse absolue encore parce que c'est vraiment systémique. Là, il y a tellement de branchements à ces questions-là, à la fois sociales, environnementales, économiques. C'est systémique. Donc, la réponse absolue n'existe pas nécessairement. Ceci étant dit, je pense que quand même,
ce qu'on se doit de rappeler dans cette espèce de dilemme-là de produire plus de denrées parce que la population va augmenter, c'est qu'en ce moment, il faut se rappeler quand même que c'est pas tant une question de quantité qu'une question de distribution. C'est-à-dire qu'il y a pas une bonne répartition des ressources ou des denrées alimentaires, ce qui fait que certains gens crèvent de faim, puis d'autres jettent 30% de leur épicerie à la poubelle. Donc, en ce moment, ce n'est pas tant une question de quantité que de répartition. Ceci étant dit, c'est certain qu'on va devoir au moins conserver notre capacité à produire dans les prochaines décennies pour là, être capable de, même malgré une bonne distribution des ressources, être capable de nourrir la planète. Puis pour faire ça, c'est sûr qu'il va falloir que nos sols continuent de maintenir ou d'améliorer leur capacité à produire des denrées alimentaires. Puis d'ailleurs, peut-être pour amener une pointe de positivisme dans tout ça, je me demandais si au travers de tes recherches, tu avais vu peut-être ailleurs dans le monde s'il y avait des nations exemplaires justement qui avaient vraiment fait un tournant vers le sol puis les pratiques culturelles pour stimuler justement la captation de carbone ou la régénération des sols. Oui, bien, ça se passe à divers niveaux, je te dirais. Dans plusieurs pays, il y a de plus en plus d'initiatives dans ce sens-là. Ça se passe différemment dans chaque pays. Je pense, par exemple, à l'Australie, qui, au niveau national, ils essaient vraiment de développer là, une compensation financière pour les producteurs qui stockent du carbone dans leur sol. Mais pour faire ça, il faut qu'ils développent des outils de mesure pour être capables vraiment de rémunérer l'agriculteur selon le gain réellement sur sa ferme. Ensuite, en France, avec l'initiative 4 pour 1000, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui se déclinent autour de ça. Ils essaient vraiment de développer une approche agro-environnementale à la production de denrées alimentaires. Puis, même au-delà de ça, là, ça ouvre une autre boîte de pendant. Puis peut-être je ne devrais pas me lancer là-dedans parce que ce n'est pas ma spécialité, mais il y en a certains qui disent que oui, les grandes cultures, puis on continue à en avoir besoin, mais si on prend l'exemple des Pays-Bas, qui ont vraiment développé une agriculture en serre de haute performance, haute technologie, avec le recyclage des éléments fertilisants, c'est une façon de produire qui produit énormément, qui est hors sol. Donc, c'est sûr que le substrat dans lequel ils font pousser leur culture en serre vient de quelque part, donc il y a un impact environnemental ailleurs. Mais ceci étant dit, ils ont une empreinte écologique très faible et ils réussissent à produire des quantités de nourriture hallucinantes et à exporter de façon très importante malgré la très petite taille du pays. Donc, eux, ils ont vraiment développé une expertise là-dedans et ils se placent maintenant comme des très gros joueurs là, au niveau de la production horticole à l'échelle mondiale. Donc, il y a différentes stratégies possibles. Puis chaque pays, je pense, alloue des ressources là où il croit que c'est préférable. Donc, moi, je sens que ça s'en vient de plus en plus au Canada aussi. Peut-être encore une fois que je suis biaisée. mais j'ai l'impression que oui, on fera pas exception. Je pense que nous aussi, on va s'en aller vers des politiques qui vont soutenir les agriculteurs pour les aider à développer des pratiques qui vont nous permettre de maintenir notre capacité à produire des denrées alimentaires là, dans les prochaines années. On l'espère, oui. Ben là, en fait, on parle, et c'est normal parce que c'est ton sujet, mais on parle beaucoup de grandes cultures et de grandes superficies depuis tantôt. Puis j'aurais envie de me ramener à une petite échelle là, vers la conclusion aussi. Donc, je me demandais si, tu sais, nous, en tant que citoyens, en tant que citoyenne, je pense à Marie-André qui est dans Limoilou avec dans un condo avec un accès à une ruelle. Ou, tu sais, moi, je suis plus en banlieue, j'ai plus de terrain, mais quand même. Puis, ou peut-être que ça se joue à l'échelle des municipalités, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des pratiques qu'on peut adopter qui vont comme appuyer dans le sens des recherches que tu fais ou comme c'est hors de nos mains puis c'est les producteurs qui peuvent mettre ça en action? Non, je pense pas. Je pense que en fait, oui, même si tu habites à Limoilou, tu es consommatrice, hein, tu consommes les produits de la ferme. Donc, c'est sûr que dans ton choix de denrées alimentaires, de plus en plus, c'est possible de savoir de quelle ferme viennent, par exemple, nos légumes ou d'où vient le blé qui a été utilisé pour faire notre pain. Donc, de cette façon-là, de plus en plus, je pense que ça va être possible d'avoir un impact réel, même si ce n'est pas toi qui le fais pousser, si c'est toi qui le consommes, ben, tu encourages ça. Puis si le consommateur encourage cette façon de produire, ça va se répercuter éventuellement sur l'offre aussi.
Donc oui, il y a cette façon-là. Ensuite, au niveau des municipalités, oui, il peut y avoir différentes stratégies. On voit de plus en plus des murs verts ou des toits verts. Ou c'est sûr que ton petit potager derrière, ben, t'as même pas de terrain. Tu peux pas dans le condo. mais bref, à petite échelle, tu sais, comme je disais tantôt, les petits changements qui ne changent pas grand-chose, mais qui sont appliqués sur des superficies élevées peuvent avoir un impact aussi important que les grands changements sur une très petite superficie. Donc oui, ça peut avoir un impact. Puis au niveau des municipalités, je pense à Antonius Petro, là, qui est aussi à Régénération Canada, qui fait son projet de recherche en partenariat avec la Ville de Montréal. En fait, il essaie de trouver une alternative au gazon. OK. Ouais. Puis, entre autres, je ne peux pas décrire son projet là, en profondeur. Peut-être l'inviterez-vous à faire un futur podcast. Mais enfin, c'est ça. Il cherche à trouver des alternatives plus écologiques au gazon. Puis, entre autres, il s'intéresse au stockage de carbone dans les sols. Donc oui, au niveau des municipalités, il peut y avoir des belles initiatives aussi où des fois, juste aussi de jouer sur les réglementations, par exemple, permettre aux gens de faire des potagers devant chez eux. Tu sais, il y a certaines municipalités où ce n'est pas permis. Ou même, il y a des producteurs qui nous disent qu'ils voudraient bien faire de l'agroforesterie, mais qu'il y a une règle municipale selon laquelle s'il y a plus que tel pourcentage de leurs terres qui sont recouvertes par des arbres, ils perdent le droit de faire de l'agriculture parce que ça tombe comme une forêt. Donc, des fois, juste d'enlever des barrières à l'adoption de pratiques pour les municipalités, ça peut être un levier là, sur lequel ils ont une influence. Mais oui, mais en fait, je voulais juste dire que tu avais très bien répondu à ma question parce que moi, je trouve ça fun aussi que justement, peut-être que je trouve que j'ai peu d'impact, mais par mes choix, en fait, avoir des choix conscientisés, tout ça, ben, tu sais, je suis acteur au final dans tout ce gros schéma-là. Puis, c'est ça, en fait, pour de vrai, merci beaucoup, là, Marie-Élise. Là, c'est vraiment passionnant ce que tu fais. Puis, en fait, on a comme hâte de voir la suite de tes travaux. Puis, on espère que tu vas pouvoir là, augmenter là, la portée autant que soit possible. Donc, je te remercie beaucoup. Merci à vous deux. C'était super intéressant de jaser avec vous. Puis, c'est sûr, ça fait partie de ma mission là, de favoriser le transfert de l'information, la vulgarisation. Et donc, c'est sûr que je lâche pas le morceau dans ce sens-là. J'ai offert déjà beaucoup de présentations de vulgarisation, puis je vais continuer dans les prochaines années. Donc, merci à vous de m'avoir offert d'ailleurs une plateforme pour le faire une fois de plus. C'était vraiment un plaisir. Cool. Oui. Puis, je voulais dire qu'on en est à la fin de notre 49e épisode. Je ne sais pas si vous vous rappelez, là, au début, j'avais parlé de l'épisode 49. Puis, dans 2 semaines, ben là, pouf, on est à l'épisode 50. Puis, c'est bizarre parce qu'il me semble que c'est encore notre petit bébé projet. Tu sais, pour nous, c'est comme le podcast, on enregistre ça, puis tout ça, mais ça fait quand même 2 ans là, qu'on a lancé Mâche Patate. Donc, tu sais, venez donc nous rejoindre dans 2 semaines pour fêter ça avec nous autres parce qu'on reçoit quelqu'un de bien spécial. Oui, puis d'ici là, si vous aimez notre podcast, on vous invite à vous abonner pour ne rien manquer. Puis parlez-en autour de vous, partagez vos épisodes favoris. C'est comme ça, en fait, qu'on peut le plus se faire connaître et rejoindre plus de gens. Donc, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. Puis à bientôt. Ciao, ciao.